RCF. En aparté, un magazine proposé par Justice et Paix avec Christophe Dalloisiou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de RCF pour votre émission de questions sociétales en aparté. Je suis aujourd'hui en compagnie d'hôtes de marque que je vous présenterai dans quelques minutes. Après vous avoir présenté ma première invitée en la personne de Clara Gatougou, qui est chargée de prévention des conflits et chargée de l'Afrique centrale à la commission Justice et Paix de Belgique francophone. Bonjour Clara Gatougou. Bonjour Christophe. Alors est-ce que vous voulez bien nous présenter nos invités d'aujourd'hui, qui sont des hôtes de marque comme je le disais, puisqu'ils nous viennent directement du Congo et qu'ils sont de passage seulement pour quelques jours à Bruxelles. Exactement. Donc tout d'abord je vais vous présenter Monseigneur Donatien Ncholet, qui est le secrétaire général de la CENCO, donc c'est la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ensuite, nous avons l'honneur d'accueillir aussi le révérend Eric Nsenga, qui est le secrétaire, général de l'Église du Christ au Congo. Et ensuite, nous avons avec nous Monsieur Cyril Ebotoko, qui est également au sein de la CENCO, mais qui, lui, est secrétaire exécutif au sein de la commission épiscopale Justice et Paix au Congo. Et donc Clara Gatougou, ça signifie qu'on a une sorte de triple collaboration ici. Exactement. À la fois une collaboration entre l'Église catholique au Congo par sa commission épiscopale, ainsi que l'Église du Christ au Congo, qui est une église protestante du Congo, oui, mais aussi les deux commissions Justice et Paix, la commission Justice et Paix du Congo et la commission Justice et Paix de Belgique francophone. C'est ça, exactement. Et donc, est-ce que vous voulez nous dire, donc bonjour et à tous les trois, Clara et moi sommes très heureux de vous accueillir ici. Clara, avant de donner la parole à nos invités, est-ce que vous voulez nous dire dans quel cadre nos invités sont aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles? Donc oui, on a l'honneur de les accueillir pour une tournée de plaidoyer. En général, on en fait souvent une par an et ça permet vraiment de leur donner la chance de pouvoir plaider pour certains enjeux qui sont hyper importants au Congo. Et donc, dans ce cadre de la tournée de plaidoyer qui est ici, ils plaident ici pour la situation sécuritaire et humanitaire qui est catastrophique à l'est du Congo et pour laquelle ils ont envie que les autorités européennes et belges puissent pousser vers des politiques qui amèneraient la paix et qui amèneraient plus de sécurité à l'est. Et en plus, on abordera également la question des élections, étant donné qu'elles approchent et qu'elles arrivent en décembre 2023. Merci Clara Gatougou. Alors je vais tout de suite me tourner vers Monseigneur Donatien Ncholet et vers le révérend Eric Nsenga. Donc je rappelle que révérend Eric Nsenga, vous êtes secrétaire général de l'Église du Christ au Congo et Monseigneur Donatien Ncholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage de renseignements sur la situation dans l'Est du pays, qui est bien entendu, comme le disait Clara Gatougou, très préoccupante? Ouais, merci beaucoup. Disons que la situation sécuritaire se résume à 3 points. Premièrement, c'est sur le plan diplomatique et politique. Il faut dire que nous travaillons là-dessus depuis un certain temps, où nous estimons que la contribution des églises peuvent améliorer tant soit peu la situation. Et donc au premier plan, nous avons constaté que les cadres juridiques et diplomatiques dans lesquels se passent les accords entre la RDC et l'EAC, notamment l'Organisation de pays d'Afrique de l'Est, posent énormément de problèmes dans la conception de la population. Nous avons dénoté, nous avons constaté qu'il y a un problème de communication parce que au niveau de l'imaginaire collectif, la population ne perçoit pas clairement l'intérêt qu'il y a pour que la RDC adhère fondamentalement à cette organisation. C'est vrai, les dirigeants essayent d'expliquer là-dessus pas mal d'éléments d'opportunité sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Mais il vous souviendra qu'avant l'adhésion officielle de la RDC dans cette organisation, il y a eu des accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, la RDC et l'Ouganda et la RDC et le Burundi. Ce qui a fait qu'il y a eu déjà une sorte de militarisation de la zone par la présence des forces armées de ce pays qui sont venus pour traquer les mouvements rebelles ou les groupes rebelles qui opéraient déjà à l'est du pays. Donc c'est sur ces entrefaites qu'il y avait déjà ces accords bilatéraux.
pour insister sur le fait que on s'était écarté un peu du cadre multilatéral qui organisait déjà l'accord cadre d'Addis Abeba, et donc il fallait se retrouver dans ces cadres bilatéraux, mais en même temps il fallait encore se retrouver dans l'EAC. Nous pensons que la conjugaison de ces efforts n'a pas été bien perçue au niveau de la population, tout en signalant qu'il n'y a pas eu assez de débats sur le plan institutionnel, donc au niveau du Parlement, pour essayer de clarifier davantage la situation. Donc, ce qui fait que sur le plan diplomatique, la perception générale sur l'adhésion de la RDC à cette communauté n'est pas bien communiquée et partant n'est pas bien appréciée. Le deuxième élément, c'est sur le plan militaire. Et vous voyez la conséquence logique en cela, c'est que la zone devient fortement militarisée. Et si je reviens aux derniers événements où on a accepté les déploiements des forces de ce pays membre, et ça donnait l'impression, encore une fois, au niveau de l'opinion nationale, comme une sorte de partage des zones du pays selon les provinces, encore que le débat sur la balkanisation n'est toujours pas écarté de l'opinion générale. Donc, en quelque sorte, ça venait attester la thèse de la balkanisation pour ceux qui la soutiennent. Révérend Eric Nsenga, vous utilisez le terme de balkanisation, c'est un terme qui est utilisé au Congo par la population? Généralement aujourd'hui, mais j'annonce déjà que nous, déjà en 2019, nous avions presque alerté le pays par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est un terme qui est dans les langages ordinaires de la population congolaise. Et donc le troisième élément, c'est l'élément sur la stratégie humanitaire, la prise en charge des populations ou des ménages qui sont victimes justement de cette guerre. Il y a des déplacements en masse, il y a des enfants, il y a des femmes, et ce qui a aussi occasionné de crimes de masse, parce que nous avions enregistré pas plus longtemps à Kishiché par exemple la mort de la population. Pour la plupart c'était des chrétiens protestants, et à Kishindi également. Donc c'est pour dire que les 3 points qui constituent l'état des lieux aujourd'hui de la situation peut se résumer en ces termes-là. Donc la question diplomatique, la question militaire et la question humanitaire. Et à cela, il y a des réponses que, comme Église protestante et catholique, nous pensons apporter. Je voudrais laisser à mon collègue, Monseigneur Donatien, peut-être qu'il va aborder la question des solutions. Monseigneur Donatien Nchol, et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Merci. J'aimerais quand même le compléter en étant plus concret pour que le public, les auditeurs qui nous suivent, aient une idée concrète de ce drame. Donc depuis 2021, la situation sécuritaire dans le nord Kivu en Ituri s'est aggravée. Il y a des massacres, selon des informations que nous avons de commission de justice et paix de Goma et de Beni, des massacres de moins 10 100 personnes, des déplacements massifs plus ou moins 800 000 ménages, qui font plus de 4 200 000 personnes. Et à côté de cela, il y a des graves violations des droits des hommes, des humains, dans le cas de viol, de torture, d'extorsion, de rançon, de taxes illicites, etc. Et c'est une situation qui perdure. Il y a eu autant d'initiatives au plan national et international. Sur le plan international, il y a eu des faits de route de Luanda. Il y a eu les différents pourparlers de Nairobi, les déploiements de forces régionales de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC. Il y a eu le sommet extraordinaire de février 2023 au Burundi, des dirigeants de EAC. Il y a eu le mini-sommet le 17 février dernier à Addis Abeba. Et malgré tout cela, la situation patauge. Et voilà pourquoi, comme pasteur, nous sommes interpellés dans notre conscience prophétique, et nous faisons des plaidoyers à l'interne et à l'externe. Et maintenant, nous sommes venus ici parce que nous considérons que la communauté internationale a aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. On a vu l'engagement de l'Union européenne et d'autres par rapport à la situation de l'Ukraine. Et chez nous, comme a dit le révérend, la perception est telle que ces engagements, ce qui est fait par la communauté internationale, reste mitigé. Au point que il y en a qui parlent en termes d'une certaine indifférence, d'une certaine hypocrisie. Et nous pensons que cette communauté peut faire plus pour contribuer davantage
à l'avènement d'une paix que nous voulons durable. Monseigneur Donatien Scholl et révérend Eric Nsenga, quel type d'action la communauté internationale pourrait-elle entreprendre pour contribuer justement à affronter ces différentes épreuves que vous décrivez avec tellement de précision? Bon, avant de laisser la parole à mon collègue qui va me compléter, je tiens à souligner que avant de venir faire le plaidoyer à l'externe, on a fait un plaidoyer à l'interne, parce qu'il y a aussi la responsabilité de nos gouvernants, il y a la responsabilité de la société civile, la responsabilité du peuple congolais. Mais par rapport à la communauté internationale, ici nous sommes à l'Union européenne en Belgique, nous demandons d'abord, et ce qui nous préoccupe le plus, une assistance humanitaire aux ménages déplacés pour amplifier le travail de Caritas et des autres humanitaires présents sur le terrain. Nous voulons que la communauté internationale accompagne de façon beaucoup plus engagée et concrète les différentes initiatives en cours qui ne donnent pas encore de fruits. On a vu, il y a la MONUSCO qui est là, on a vu l'EAC, mais pourquoi pas une approche militaire aussi de l'Union africaine pour apporter davantage la paix. Et cette guerre est considérée comme une guerre d'agression. Il y a des pays qui sont cités, notamment le Rwanda, qui sont condamnés aussi même par certaines instances internationales. Mais il suffit pas de le dire, il faudra quand même des mécanismes beaucoup plus efficaces pour empêcher ces pays de nous agresser. Voilà pourquoi nous demandons entre autres la reconsidération de la coopération militaire de l'Union européenne des pays occidentaux avec le Rwanda. Voilà pourquoi aussi nous voulons, parce qu'il y a aussi un grand défi de justice. Beaucoup de victimes qui sont laissées abandonnées à elles-mêmes, qui n'ont pas bénéficié d'une justice équitable. Nous voulons aussi le soutien de l'Union européenne pour la création effective et rapide d'un tribunal international pour le Congo afin d'établir la vérité et rendre justice aux victimes. Monseigneur Donatien Scholl, et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le secrétaire général de la CENCO, c'est-à-dire de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Nous allons marquer une pause musicale et nous vous retrouvons ainsi que nos autres invités juste après. L'enrôlement est un premier pas pour le changement que tu veux voir. Il est temps, 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 il est temps. Kokende pa mosusute ngai wabino Jano Bombenga Wamama na wasichana na sisi tuko concerné na ole moya ba électeur na carte yangu d'électeur na pata carte d'identité biso ba diaspora doté les mains de s'enrôler pour un prochain quinquennat et ça historique c'est pour la première fois. Canada, Afrique du Sud, Belgique, États-Unis, ici en France, allons tous à l'ambassade pour nous faire enrôler. Congolese, let's go. Congolais, let's go. Allons tous nous faire enrôler. Tout y a les bases, coucher enrôler. Tout est méoté, coucher enrôler. Toquer des bases, qu'on s'enrôler. Mais ton y'a so kwenda sala. Pour exprimer ta voix. Personne vivant avec handicap
cause carte d'identité nanga. Oui, c'est moi. Ah oui, non. Rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur RCF pour votre émission d'actualité et de questions sociétales en aparté. Je suis toujours en compagnie de nos 4 invités d'aujourd'hui, c'est-à-dire le révérend Eric Nsenga, le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, ainsi que de Monseigneur Donatien Nchole, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi que de Monsieur Cyril Ebotoko, qui est, lui, responsable de la commission Justice et Paix au Congo. Cyril Ebotoko, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les échéances qui sont devant nous au Congo en matière électorale? On sait que des élections se préparent et que les enjeux sont considérables. Qu'est-ce qui vous préoccupe et justement, comment est-ce que vous avez pu, au travers du plaidoyer qui est accompli par votre délégation ces jours-ci à Bruxelles, contribuer en fait à préparer au mieux ces élections? Merci beaucoup, Christophe. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, CENI en sigle, a déjà entamé le cycle électoral en cours avec notamment l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Mais il est important de préciser que d'après le calendrier publié par la CENI, le 20 décembre 2023, il est prévu l'organisation des scrutins pour la présidentielle, le législative et même au niveau des élections communales et urbaines. Donc, du coup, ce processus électoral, je vais y revenir sur certains aspects techniques, mais je voudrais d'abord déjà signaler que la question sécuritaire évoquée tout à l'heure par mes prédécesseurs a aussi un impact négatif sur l'organisation des élections. Au Nord Kivu, par exemple, le territoire de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru sont occupés par le M23. Et là aussi, vous avez suivi, nous avons parlé tout à l'heure des masses de populations qui se sont déplacées. Donc les gens ont quitté leur maison, leur village, leur circonscription électorale pour trouver un abri là où il y a un peu plus de sécurité. Ça pose énormément de problèmes pour l'organisation des élections dans cette zone. Non seulement pour ces populations qui se sont déplacées, mais aussi l'accès dans ces zones occupées par le M23. Vers Beni et Lubero, un peu plus au nord, il y a des ADF et d'autres groupes locaux qui sèment la terreur. Là, la CENI essaie de déployer le matériel conformément au plan de sécurisation du processus mis en place par le gouvernement. Mais les mouvements de population posent énormément de problèmes pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. C'est la même situation dans l'Ituri, où vous avez les ADF dont je venais de parler, mais aussi d'autres groupes. Ici, il est important de préciser que les ADF sont déjà classifiés au niveau international comme des groupes terroristes. Mais à côté des ADF, ici je suis en Ituri, il y a aussi Codeco. C'est un mouvement, un groupe armé qui sème aussi la terreur dans cette partie du pays. Donc cette question dérange un peu l'organisation des élections prévues en décembre 2023. Mais il faut dire que jusque-là, la CENI continue à organiser l'opération en cours, identification et enrôlement des électeurs, à travers 3 zones opérationnelles. Elle a déjà bouclé avec la première zone. La deuxième zone est née en cours, ainsi que la troisième. La deuxième zone ferme ses portes le vendredi prochain. Et on verra comment ça va finir avec la troisième zone qui concerne notamment les territoires affectés par l'insécurité dont je venais de parler tout à l'heure. Mais déjà, il est important de souligner que ces processus électoraux qui se déroulent dans un contexte d'insécurité dans plusieurs zones du pays connaissent d'autres problèmes d'ordre politique qui doivent être classifiés en dehors de la question sécuritaire. Ces élections sont en train d'être organisées dans un contexte de méfiance entre les acteurs politiques. Et cette méfiance est fondée sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, parce que beaucoup de partis de l'opposition, disons l'opposition de manière générale, pensent que cette CENI n'a pas respecté les équilibres prévus dans la loi.
et que l'actuelle équipe était sous contrôle du pouvoir. Le deuxième problème concerne la recomposition de la Cour constitutionnelle. Il est important de souligner qu'au Congo, la Commission électorale nationale indépendante proclame les résultats provisoires. C'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats définitifs. Après qu'on ait... là, c'est pour le scrutin présidentiel et législatif. Et vous voyez, les deux institutions sont considérées par l'opposition comme étant sous le contrôle du pouvoir en place. La situation s'est répétée avec l'adoption de la loi électorale qui doit assurer l'arbitrage des partis pendant ce processus. Il n'y a pas eu un minimum de consensus et du coup, vous comprendrez avec moi que l'opposition congolaise conteste déjà les résultats des élections prévues avant même qu'elles soient organisées. Senko et ECC sont membres de cette commission électorale nationale indépendante? Non. La commission électorale indépendante est constituée de plusieurs partis, notamment l'opposition politique, la majorité au pouvoir et la société civile. Mais dans cette CENI, il n'y a pas un seul membre de la Senko et de l'ECC. La Senko et l'ECC ont constitué plutôt une mission citoyenne d'observation électorale. Faire le suivi, l'évaluation de tout ce qui se passe. Donc, un accompagnement juste pour aider la CENI à améliorer son travail, mais aussi promouvoir la transparence du travail de la CENI, de sorte que ce travail puisse avoir le bénéfice de confiance de l'ensemble du public en République démocratique du Congo. Merci Cyril Ebotoko. Vous n'aviez pas fini, excusez-moi. Oui, bon, on voudrait dire que maintenant, avec le travail que nous avons fait sur le terrain, notamment l'observation de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, nous avons constaté pas mal de situations à améliorer. Nous avons élaboré des rapports que nous avons soumis à la CENI et nous attendons des réponses pour qu'on puisse communiquer et informer l'ensemble du public sur ce qui se passe réellement. Révérend Eric Nsenga, comment selon vous les églises peuvent-elles contribuer à une meilleure organisation de ces élections à venir? Disons d'abord que les églises restent dans une mission dite prophétique qui insiste sur la promotion de la vérité ou la proclamation de la vérité, mais aussi la dénonciation de l'injustice. Au-delà de ça, nous proposons des pistes et des solutions. C'est en ce sens que nous avons mis en place une mission d'observation électorale, comme l'a dit Monsieur Cyril, qui consiste justement à crédibiliser les processus électoraux. Vous savez, en 2018, l'enjeu majeur était autour de l'alternance politique en RDC, mais pour 2023, l'enjeu c'est la transparence du processus électoral. Pourquoi la transparence? Parce qu'on s'est rendu compte que les processus électoraux deviennent aussi source de déstabilisation des équilibres du système social et politique de notre pays, mais au-delà de ça, la cause majeure de toutes ces guerres que nous vivons au pays. Donc on estime bien qu'avoir des bonnes élections, il y en aura peut-être pas de parfaites, mais des élections transparentes permettraient à ce que les institutions soient légitimement reconnues sur le plan national et international, mais de cela, ça va aussi harmoniser les cadres de collaboration et de coopération avec les organisations internationales ou les États membres. Voilà pourquoi nous insistons sur un accompagnement qui peut aider le pays à avoir un processus crédible. Hélas, jusque-là, nous sommes quand même préoccupés pour dire à ce stade, nous donnons des alertes. C'est cela aussi notre sens des plaidoyers pour demander à la Belgique, à l'Union européenne, de s'associer à ce travail de terrain pour que les alertes données par nos missions d'observation électorale puissent constituer de préalables déterminants pour la crédibilité justement de ces processus. Et pour cela, il nous faut un accompagnement intéressant sur le plan national et international. Alors nous en arrivons bientôt à la fin de notre émission. Je voudrais vous donner la parole, Monseigneur Donatien Nchol, qui est secrétaire général de la CENCO, donc de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Pour vous, cette dimension plurielle et écuménique de cet accompagnement par les églises, de cette volonté de transparence que décrivait le révérend Eric Nsenga, c'est vraiment une plus-value dans cet accompagnement que vous voulez faire
pour une plus grande équité en fait dans le processus électoral? Vous avez tout dit. En 2018, l'Église catholique, la SENCO, était engagée seule dans cette mission. Maintenant, on est 2 grandes églises et nous sommes plus forts parce que déjà, du point de vue représentation sociale, c'est indiscutable. Nous sommes les 2 églises, nous couvrons plus de 2 tiers de la population. Et l'enjeu pour nous, c'est de consolider la démocratie comme voie royale du développement. Donc l'objectif final pour nous, c'est le bien-être de cette population à laquelle nous sommes consacrés comme pasteurs. Et quand nous accompagnons la CENI maintenant pour garantir la transparence, c'est pour garantir aussi la paix sociale, parce que nous sommes préoccupés par donc la stabilité de demain dépend de la façon dont nous gérons le processus électoral aujourd'hui. Donc si avec la contribution de l'ECC, la SENCO par la mission d'observation électorale, les gens qui étaient méfiants hier peuvent aujourd'hui être un peu plus confiants, tant mieux. Mais à condition que la CENI tienne compte aussi des recommandations que nous lui faisons. Et on est aussi préoccupé par certaines crises déjà sociales. Il y a des discours tribaux ici et là. Ce sont des choses que nous devons gérer en toute responsabilité. Et nous, comme pasteurs, nous devons promouvoir un certain langage de la cohésion sociale, cohésion nationale pour éviter le pire. Eh bien, comme je le disais, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de notre émission. Monseigneur Donatien Nchole, et je vous remercie pour ces paroles conclusives qui sont particulièrement importantes et qui montrent toute la sagesse avec laquelle les communautés catholiques, protestantes cherchent à accompagner ce processus électoral et cette pacification de la vie sociale en République démocratique du Congo. Nous allons être en Belgique particulièrement attentifs à ce processus électoral, car nous le savons, nos 2 pays sont liés par un passé absolument inoubliable. La République démocratique du Congo et la Belgique sont des pays qui se parlent, qui se sont déjà parlé, qui doivent continuer toujours à se parler et à être préoccupés l'un par l'autre. Merci, Monseigneur Donatien Nchole. Merci, Révérend Eric Nsenga, Cyril Botoko et bien sûr, vous aussi, Clara Gatoukou. Je rappelle que vous êtes chargé de prévention des conflits et de l'Afrique centrale à la Commission Justice et Paix de Belgique francophone. À la prochaine fois. Merci. Merci. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.